pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, cette semaine, je vous propose de plonger dans la belle histoire de Clément Higgins. Tout commence par la gourmandise. Clément adore déguster les forêts noires de sa grand-mère, les babas au rhum, et fait très rapidement de la pâtisserie son passe-temps préféré. Jusqu'à ce qu'un jour, il se lance finalement et ouvre sa propre boutique à Marseille, bricoleur de douceur. En poussant la porte, vous ne trouverez pas de desserts ultra classiques, même si Clément les adore, mais bien des créations atypiques, aux noms plus drôles les uns que les autres. Je vous laisserai les découvrir dans l'épisode. Au programme, l'origine des noms des desserts décalés, qui parfois donnent même envie aux gens de les goûter avant même de connaître leur composition, parce qu'un nom vaut 1000 mots, ce que signifie être autodidacte en pâtisserie et tous les avantages que cela comporte, et enfin, son meilleur conseil, faire simple. Oui, c'est plus compliqué, mais ce sera toujours meilleur. Bonne écoute! Bonjour Clément, comment vas-tu? Bonjour Léa, ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Écoute, je te propose qu'on revienne sur ton parcours au prisme des saveurs. Donc tout d'abord, ma première question, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit? Celui que je demandais tout le temps à une de mes grand-mères qui était très 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 bonne pâtissière, c'était la forêt noire. Ah oui. Alors pour la petite histoire, elle était italienne, mariée à un Anglais et elle faisait des desserts alsaciens. Donc faut pas me demander pourquoi. Mais à chaque anniversaire, c'est vraiment le gâteau que je demandais. Donc la traditionnelle, hein, un biscuit moelleux au chocolat, imbibé, alors comme j'étais petit à l'époque c'était sans kirsch hein, pour moi, crème chantilly et cerise au sirop avec des copeaux de chocolat. Et vraiment c'est le dessert que je demandais à chaque anniversaire. Et du coup, est-ce que toi tu tu le refais encore maintenant et c'est un dessert que tu aimes bien travailler? Alors c'est un gâteau que je refais régulièrement, oui, chaque année. Après, c'est un gâteau qu'on a du mal à vendre parce que je crois qu'il a la mauvaise presse hein, de base. Même quand on enlève l'alcool, même quand on le retravaille. On en avait fait une version quand même qui avait beaucoup plu. On était assez éloigné de la forêt noire traditionnelle, mais on était resté dans les saveurs, la chantilly, Ouais. le chocolat, la cerise. On l'avait appelé souvenir d'enfance. Et je pense que ça avait bien plu. Déjà, le nom était accrocheur, ça plaisait bien aux clients. Donc, ouais, j'en ai fait une ou deux versions qui ont été sympas. Moi, en tout cas, j'adore le mettre à la carte de temps en temps. Et ça, c'est quelque chose que tu fais aussi, tu vois, de donner des noms à tes desserts qui évoquent des souvenirs chez les gens pour un peu provoquer justement l'émotion et faire en sorte que ça leur donne plus envie de goûter. Alors, le nom du dessert chez nous, il est très très important. Je dirais même que ça fait partie de l'ADN de bricoleur de douceur, puisque depuis le début, avec ma compagne, quand on s'est lancé, on cherchait vraiment à donner des noms à nos gâteaux qui accrochent, parfois qui interpellent, le plus souvent qui font rigoler, sourire, Ouais. et pour un peu sortir je trouvais du carcan des gâteaux, l'intense, l'exquis, enfin voilà, c'est vrai qu'on retrouve toujours un peu les mêmes noms de gâteaux dans certaines adresses. Et nous, on avait envie de décomplexer ça, de rigoler un petit peu. Donc, on s'est mis à faire des jeux de mots, à parler de l'actualité des fois, au travers du nom d'un gâteau. Voilà, c'est vrai que c'est un peu c'est un peu vraiment, c'est devenu une marque de fabrique. Et maintenant, les clients attendent ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils aiment bien, ils participent aussi, parce que parfois on fait des Ouais. sondages et on fait participer les gens pour qu'ils nous donnent des idées. Donc, c'est très très important chez nous. Ça fait maintenant l'objet de gros brainstorming en équipe pour quand un nouveau gâteau va sortir, quel nom on va lui donner. Et c'est quoi le nom dont tu es le plus fier aujourd'hui, qui te fait le plus rire par exemple? Je sais pas, il y en a trop, mais un des premiers qui a marqué les gens, c'était le John Lemon.
Donc c'était un entremets citron, pomme verte et cannelle. Le choc Norris aussi a beaucoup fait rigoler les gens et puis a beaucoup d'adeptes parce que c'est un gâteau au chocolat à la noisette, à la fleur de sel qu'on remet souvent à la carte. Voilà, chaque année je fais un gâteau. Alors chaque année on travaille un accord sésame noir et fruits de la passion. D'accord. Et comme on n'a jamais trouvé de nom pour ce gâteau, on a d'abord appelé le gâteau qu'on ne savait pas comment appeler. Puis quand on a sorti sa deuxième version l'année d'après, on l'a appelé le gâteau qu'on ne savait toujours pas comment appeler. Et on s'amuse à faire le nom le plus long possible sur une étiquette. Et voilà, donc ça nous fait rigoler aussi parce que les clients arrivent, ils sont un peu déroutés. Parfois, il y a des noms qui ont ni queue ni tête. Voilà, récemment, on a fait un gâteau à la fraise. On n'avait pas vraiment d'idée de nom, donc on a fait un petit sondage sur internet et puis on a une de nos clientes qui a trouvé le fraise qui rit à moitié dans ton lit et ça nous a fait beaucoup rire, donc voilà, on a appelé le gâteau comme ça. C'est voilà, mais vraiment, on accorde beaucoup d'importance au nom de nos gâteaux. Et ça, tu le choisis une fois que le gâteau est fait. Il y Oui, a jamais... Oui. ouais, non, non, on part pas du nom du gâteau. C'est-à-dire que c'est une fois qu'il est fait, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau? Alors, ça peut être les saveurs, ça peut être, l'actu du moment. Il y a quelques années, on avait fait Y a-t-il une fraise pour sauver la France? Parce que je sais plus ce qu'il y avait eu dans l'actualité qui nous avait fait marrer. Voilà, ça peut être. Parfois, ça n'a aucun rapport aussi. Ça n'a aucun rapport ni avec la composante du gâteau, ni avec. Ouais. Voilà, ça a ni queue ni tête, ça arrive aussi. Puis des fois, on avait fait une gamme de gâteaux. Alors, à une époque dans la banque, on avait le celui-là, le celui-ci, et j'ai plus le dernier nom, parce qu'en fait, les gens quand ils rentrent dans la banque, ils disent voilà, je voudrais celui-là, celui-ci. Donc nous, on s'est dit bon, on va appeler le celui-là, le celui-ci. Ça nous avait fait bien rigoler aussi. On essaie de se renouveler. C'est très drôle. C'est vrai que c'est une bonne approche pour un peu casser les codes de ce qui se fait Ouais, puis ça habituellement. plaît aux gens, quoi. Je veux dire, vraiment, il y a Ouais. des fois, j'ai l'impression qu'il y a des clients qui prennent le gâteau parce que déjà, le nom les interpelle, ça les fait rigoler, donc ça leur donne envie de goûter derrière. Ouais, puis c'est ça, je trouve que en fait, ça raconte déjà un peu une histoire quand il y a un nom comme ça qui raconte quelque chose. Enfin, tu vois, John Lemon, etc. Ça fait tout de suite penser à quelque chose, à tout le monde, quoi. Ouais, et puis nous, de pas trop se prendre au sérieux sur le nom des gâteaux, c'est déjà très nous, parce qu'on s'est jamais trop pris au sérieux de toute façon sur ce qu'on fait en général dans la pâtisserie. Donc ça commence par le nom du gâteau. Bricoleur, ça vient aussi de là, quoi. Voilà. C'est Ouais. pas trop de prise de tête. Et c'est quoi ton dessert parfait pour un repas du dimanche? Ah, moi, mon dessert parfait pour un repas du dimanche, c'est le baba au rhum. Alors c'est et mon dessert préféré, mais c'est vraiment, je trouve, c'est mon dessert parfait du repas du dimanche, c'est le gros baba qu'on partage, qu'on met au centre de la table et qu'on partage. Euh, Bien souvent, il y a presque que moi qui en mange parce que c'est pas un gâteau que beaucoup de gens adorent. Mais c'est vraiment mon dessert du dimanche. D'ailleurs, parfois, souvent même, je vais en chercher chez des confrères, j'en goûte un peu partout Ouais. et je me le ramène pour moi le dimanche midi. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Je pense que la toute première créa, justement, c'était le John Lemon, puisque D'accord. j'étais dans un restaurant qui s'appelait Les Gamins à l'époque. Et quand je suis rentré dans ce restaurant, je faisais des desserts classiques. Alors, c'était un restaurant qui faisait du burger à l'assiette, mais du burger un peu gourmet. Donc, des trucs Ok. vraiment élaborés. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire le répertoire classique des gâteaux qui vont avec les hamburgers, c'est-à-dire des cheesecakes, c'est-à-dire des gâteaux, du carrot cake, ce genre de choses. Puis après, on est passé petit à petit sur de la pâtisserie un petit peu plus fine. Alors, je servais de la pâtisserie boutique, hein, c'est-à-dire que c'était de la pâtisserie boutique servie dans une assiette. D'accord, Hein, ouais. c'était pas du tout des desserts à l'assiette. Et je pense que la première créa, c'était le John Lemon. Donc, c'était l'accord pomme verte, citron jaune, cannelle. Ok. Donc au début, c'était un petit dôme jaune, fluo, avec beaucoup de colorants. Euh, Il y avait une mousse au citron, une compote de pommes Granny Smith, un biscuit madeleine et un sablé cannelle. Ok. Et j'avais collé des petites meringues autour. Et c'est un dessert qui a eu tout de suite beaucoup de succès là-bas et qui m'a suivi longtemps. Alors maintenant, je le fais plus. Ça y est, ça m'a passé. Je l'ai même fait quand on a ouvert la boutique. Je l'ai remis plusieurs fois à la carte. J'en ai fait une bûche de Noël. Et là, Ok, ouais. je l'ai abandonné parce qu'il y a des créas comme ça que j'abandonne en cours de route. Au bout d'un moment, j'en peux plus. Je les ai trop vus,
trop réinventer, parce que j'essaie chaque fois qu'on ressort, qu'on réédite un des gâteaux qui a marché chez nous, de changer un petit quelque chose, d'améliorer. Ouais. Et celui-là, je crois que pour l'instant en tout cas, j'ai mis en pause, je suis arrivé au bout. Mais je pense que c'était le premier. Je pense vraiment que c'était le premier. Et le tout dernier, il avait quelle saveur? Ah, le tout dernier, alors si on parle vraiment de création, parce qu'après, enfin création c'est un grand mot, mais là on a fait plusieurs gâteaux, mais relativement classiques, on va dire, une tropézienne à la cerise, un petit gâteau autour de la crème de Bresse, une crème 40% qui est exceptionnelle. Le tout dernier, c'est une bonne question. Je pense que là, c'est une tarte fraise et sésame noir. En fait, c'est aussi un gâteau que j'ai fait l'été dernier, qui a marché très fort et qu'on a remis à la carte cette année en l'améliorant un petit peu. Et moi, c'est drôle, hein, j'aime pas du tout le sésame noir. Mais par contre, je trouve que ça se marie avec énormément de choses et nos clients l'apprécient. Donc, on travaille énormément cette saveur avec beaucoup de fruits tout au long de l'année. Et avec la fraise, ça fait vraiment un super accord. Donc là, en fait, c'est une base de pâte à tarte avec une crème d'amande en fond. Et puis ensuite, on met un appareil au sésame noir qui est en fait un mélange de praliné et de pâte de sésame noir. Donc c'est vraiment corsé avec un peu de chocolat blanc, un peu de crème dentelle. Donc ça fait, c'est pas vraiment un croustillant parce que c'est quand même semi-liquide. Et ensuite, on vient poser un confit de fraises, des fraises fraîches et du sésame noir. Et vraiment, l'accord est sympa. J'ai essayé aussi d'en faire un fraisier, donc de décliner cet accord fraise sésame noir. L'année dernière, j'en avais fait pour certaines occasions un fraisier. Ça marche très très bien. J'aime bien travailler cette saveur, donc c'est pas, il y a certainement d'autres personnes qui l'ont fait. Hein, c'est pas une création pure, mais c'est quelque chose qu'on voit pas partout et ça marche bien. Ça marche bien. Le sésame noir, vraiment, on l'a beaucoup décliné. On l'a beaucoup Ah, ça décliné. me donne bien envie de tester parce que c'est vrai que je trouve le sésame noir, souvent, c'est associé avec du yuzu ou tu vois quelque chose plus avec des agrumes. Enfin, j'ai Oui, l'impression. oui, c'est vrai, c'est vrai. Classiquement, après ça s'accorde bien avec l'acidité, donc nous on le travaille avec le fruit de la passion. Ouais, Cet hiver, on avait fait un Saint-Honoré vanille et sésame noir. Bon, là aussi, c'est quelque chose que j'avais déjà vu, mais ça marche avec plein de choses. Ça peut marcher avec le café, ça peut marcher avec l'abricot. J'ai fait ouais. un essai super avec la rhubarbe. Alors, je le commercialise pas parce que déjà que la rhubarbe, c'est compliqué. Alors, avec le sésame noir, c'est encore plus compliqué. Mais ça marche très très bien. C'est une saveur qui est complexe, je trouve, mais qui marche avec beaucoup de choses, vraiment. Ouais. Paradoxalement, je n'aime pas. C'est-à-dire que vraiment, c'est un gâteau qui ne m'attire pas. Je trouve ça. Enfin, ouais, je ne suis pas fan. Moi, si je dois choisir un gâteau, je ne choisis pas celui-là. Ok. Mais je prends plaisir à le travailler. Et c'est pas la seule saveur que je n'aime pas, mais que je prends plaisir à travailler ou à associer. Ouais, ça c'est quelque chose en fait qui arrive assez régulièrement que en fait t'aimes bien le travailler parce que c'est ça parce qu'il y a un certain intérêt, mais toi tu n'aimes pas le goûter, quoi. Oui, mais moi, je suis très, 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 très classique, en fait, dans les gâteaux. C'est-à-dire que on est connu, nous, entre guillemets, et puis d'ailleurs c'est marqué hein, sur la devanture de la pâtisserie, pour être atypique et faire donc des associations de saveurs qui sortent parfois des sentiers battus. Mais moi, j'aime le classique. C'est-à-dire Ok. que j'adore le baba au rhum, j'adore l'opéra, j'adore le Saint-Honoré, euh, j'adore le cake aux fruits confits imbibés de rhum, le truc que plus personne ne mange. Je suis très très fan des saveurs du classique, quoi, vraiment. Et c'est d'ailleurs un rêve que je caresse depuis longtemps, de me dire que dans le futur, j'aimerais bien ouvrir une adresse où on ne travaille qu'autour des classiques et sans les réinventer. C'est-à-dire vraiment classique, classique. Ouais, parce que j'allais dire, est-ce que c'est pas trop dur, tu vois, du coup au quotidien, de devoir essayer de trouver des alliances un peu originales, des choses qui sortent des sentiers battus, alors que tu préfères les pâtisseries classiques? Alors non, parce que ce qui m'intéresse vraiment dans ce métier, c'est la création et la découverte de saveurs. Ok. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas de création ni de découverte de saveurs dans le classique, puisque quelqu'un comme Philippe Conticini, il y a quelques années à la Pâtisserie des Rêves, nous a montré qu'on pouvait créer de manière incroyable juste autour des classiques de notre Oui. métier. Mais j'aime découvrir de nouvelles saveurs, j'aime associer des goûts qui paraîtraient sur le papier difficiles à associer.
et j'aime faire découvrir aux clients autre chose. Donc ça m'anime, ça me motive. Donc c'est pas difficile, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Après, quand moi je dois me faire plaisir, je reste très classique. Ok. Et justement, ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Alors, vaste question. Oui. À la base, c'est pas une passion, puisque moi je viens pas du tout de ce milieu-là. Je fais pas de pâtisserie depuis que je suis tout petit. J'ai découvert ça vraiment sur le tard. Je pense que j'ai découvert ça. J'ai 33 ans, j'ai dû découvrir ça il y a 10 ans, donc à 23 ans. Alors, j'ai toujours été très très gourmand. J'avais une grand-mère qui était une pâtissière hors pair, hein, j'en parlais tout à l'heure, qui faisait tous les gâteaux des rois, les kouglof, toute la pâtisserie donc alsacienne, les, euh, les forêts noires, qui en même temps, comme mon grand-père était anglais, faisait le vrai apple pie, le mince pie, qui est un peu une variante de l'apple pie avec des raisins, avec des oranges confites dedans. Donc c'était une super pâtissière, donc j'ai toujours été très 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 gourmand et en sucré et en salé, hein. Un peu trop en salé d'ailleurs, je pense. Mais c'était pas une passion à la base. C'est vraiment venu sur le tard pendant mes études de droit. J'ai travaillé dans une pizzeria. Le chef de la pizzeria était un ancien chef étoilé. Enfin, il avait travaillé dans beaucoup de restos étoilés, notamment chez Alain Ducasse, chez Guy Savoie. Et quand je suis rentré là-bas, j'ai commencé à faire les desserts avec lui. À côté de ça, j'ai découvert le monde de la restauration qui m'a plu. D'abord, ce qui m'a plu, c'est ce monde-là. C'est la restauration, la cuisine, ça m'a plu, l'univers. Et très vite, je me suis mis à faire des desserts avec lui, des desserts à la maison. J'ai rencontré ma compagne Aurélie qui à l'époque faisait une reconversion et passait un CAP cuisine après 10 ans de marketing hôtelier. Et je pense que j'ai pris un peu le contre-pied, comme elle faisait de la cuisine, je me suis mis à faire des gâteaux. Euh, mais voilà, à la base, ça représentait un passe-temps, du coup, à côté de mes études et du petit boulot que j'avais. Et puis petit à petit, c'est devenu une passion. Mais la passion, je pense qu'elle s'est vraiment révélée par le côté créatif, le côté faire des essais, de la découverte des saveurs. Je suis pas un fan d'esthétique, donc je n'irais pas dire que. Enfin, au début, quand j'ai commencé, comme tout le monde, déjà on recopie les gâteaux qu'on voit, et puis j'essayais de faire, voilà, plus la tendance de l'époque, donc du coloré, avec des décors inutiles dessus. Aujourd'hui, on a levé tout ça, on a beaucoup épuré, mais je dirais pas que ce qui m'attire dans ce métier, c'est l'esthétique, quoi. Voilà, je suis pas un fan d'esthétique. Mais même aujourd'hui, ça représente. Alors, à l'époque, ça représentait donc un passe-temps. Petit à petit, ça a pris une grosse place dans ma vie. Moi, quand j'ai un truc qui commence à me plaire, je deviens. J'y pense tout le temps, quoi. Donc, la pâtisserie, j'en faisais 7 jours sur 7. J'ai pas fait de diplôme, j'ai pas passé de diplôme, donc je suis vraiment autodidacte à 100%. J'ai bossé dans des restos à droite à gauche pour me former. Mais par contre, c'était 7-7, quoi. C'est-à-dire, c'était le boulot, c'était les week-ends, je faisais des gâteaux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc après, je deviens un peu obsessionnel. J'ai deux, trois passions comme ça, parce que j'ai deux sports aussi avec lesquels je deviens complètement obsessionnel. Donc la pâtisserie, on est passé par cette phase-là. Après, obsession, en faire des gâteaux tout le temps, tout le temps, tout le temps, en faire goûter à tout le monde. Et puis ensuite, bah, c'est devenu un mode de vie, parce qu'aujourd'hui, c'est mon travail. Mais c'est pas que mon travail, c'est-à-dire que je prends vraiment plaisir, plaisir dans ce que je fais, quoi. Voilà. C'est bateau, hein, tout le monde. Je pense que tous les pâtissiers qui aiment ça te le diront, mais moi, j'ai pas l'impression d'aller bosser. Euh, Après, je suis pas voilà, je suis passionné de la pâtisserie, mais je suis par la création, mais je suis aussi passionné par l'entreprise, quoi. Voilà, on a monté une boîte avec Aurélie. On était deux, maintenant on est 19. Et ce qui me passionne, c'est aussi le développement, l'entreprise, ça me plaît. Donc c'est vraiment un mode de vie, quoi. La pâtisserie, c'est vraiment devenu mon mode de vie. Ce qui est drôle, c'est que je suis quelqu'un d'absolument pas manuel. J'ai même deux mains gauches, quoi. Sur certains trucs, je suis vraiment une catastrophe. Donc ça m'étonne toujours. Je me dis, tiens, et puis ça étonne toujours les gens qui me connaissent bien de se dire, ah, il a fait un métier manuel, parce que je n'étais pas du tout prédestiné à ça. Cela dit, c'est pas mon fort, c'est-à-dire que aujourd'hui dans la production, c'est pas là où je suis le meilleur. D'ailleurs, je dis tout le temps aux gens qui travaillent avec moi, j'essaie de m'entourer de gens qui sont appelés à être meilleurs que moi en prod.
pour faire marcher la machine, parce que voilà, il faut s'entourer de collaborateurs compétents, et il ne faut pas avoir peur de s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous dans certains domaines. Au contraire, ça fait grandir la société. Donc encore là, c'est pas, je pense que c'est peut-être le côté créatif et entrepreneurial qui m'attire le plus. Ok, ouais, et justement, donc là, on va venir dans cette deuxième partie où je voulais un peu revenir sur tout ce qui t'inspire, etc. au quotidien. Et c'est vrai que, donc, effectivement, t'as pas du tout, enfin, t'es complètement autodidacte. Donc, finalement, qu'est-ce que tu penses enfin, comment est-ce que tu penses que ça change ton rapport aussi à la pâtisserie? Tu vois, quand tu crées un dessert, comment est-ce que tu penses qu'avoir fait d'autres choses avant, ça t'aide à avoir un autre regard par rapport aux autres chefs? Alors, c'est sûr que je me suis pas. Dès le départ, on s'est pas mis de barrière. J'entends souvent les gens dire que quand on est passé par une formation classique, on a ancré en nous le respect des codes, le respect d'une certaine façon de faire, d'une certaine manière de travailler aussi, hein, pas que dans la créa, mais même dans les procédés de fabrication. Moi, j'ai pas connu ça. Là où j'ai travaillé, c'était majoritairement, j'ai travaillé dans des restaurants, j'ai travaillé dans une boulangerie-pâtisserie à Sydney, j'ai travaillé dans des endroits où bien souvent j'étais euh, seul ou avec, ouais, bien souvent seul du côté de la pâtisserie en tout cas. Donc, au-delà du fait que j'ai pas eu de formation en école hôtelière, j'ai pas, même dans les lieux que j'ai fréquentés en tant que salarié, j'ai pas eu, je me suis beaucoup débrouillé tout seul. Après, je suis toujours tombé sur des patrons qui m'ont accompagné, donc ça c'était super. Mais donc c'est beaucoup à travers les livres. J'ai beaucoup appris comme ça. Euh, du coup, c'est vrai que ben, je me suis rien interdit quoi. Dès le départ, je pense que le nom des gâteaux c'est venu comme ça, c'est-à-dire que euh, c'était pour décomplexer le truc et puis amener une pâtisserie un peu rigolote, mais parfois on fait des noms un peu provoques, parfois enfin on s'interdit rien, et je pense que le fait de ne pas avoir eu de cadre au départ, ça m'a permis d'avoir cette liberté. Sur la création, vraiment sur les saveurs, je dirais que c'est la même chose en fait, puisque on faisait beaucoup, alors je me suis un peu calmé, mais quand on a ouvert la pâtisserie, donc vraiment dans mon obsession de faire découvrir des nouvelles saveurs aux gens, on a fait des gâteaux au curry, on a fait des cheesecakes au wasabi, on a fait vraiment des trucs bien barrés quoi. Mais même là, encore récemment, hein, à l'initiative d'un ami, on a fait pendant un mois des gâteaux à l'oursin, dans des oursins, hein, avec de l'oursin dedans. Euh, Oursin, agrumes et fenouil. Donc c'est vrai qu'on a. Mais ça, moi, je me l'interdis pas. Là où parfois, quand je discute avec des confrères, ils me disent que c'est des terrains sur lesquels ils se sentent pas à l'aise d'aller. Euh, je pense pas que ce soit parce qu'ils sont pas à l'aise sur la créa, mais je pense que on se dit qu'il y a quand même, ouais, entre guillemets, des codes à respecter parfois sur certains gâteaux. C'est un métier qui, à la base, est quand même très codifié, comme la cuisine. Après, je ne suis pas du tout une exception. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne s'interdisent plus rien en pâtisserie et qui cassent les codes et qui vont beaucoup plus loin que ce que je peux faire moi. Et je trouve que c'est intéressant. Mais c'est vrai que je pense que de ne pas avoir eu de parcours classique, ça m'a laissé une liberté totale. Aussi sur notre manière de fonctionner dans le labo, hein. Nous, déjà, nos procédés de fabrication, alors c'est vrai que bien souvent, je confronte ça à des confrères, on n'a pas les mêmes façons de faire sur plein de choses. Il y a beaucoup de recettes classiques que je n'utilise pas du tout. On n'a aucune crème au beurre chez nous. On ne travaille pas la crème mousseline. On ne travaille pas la crème pâtissière. Donc toutes les recettes classiques qui déjà, moi, me transportent pas, ben, je les travaille pas. Euh, je prends un exemple qui est simple, mais par exemple, quand on fait une mousse aux fruits, la mousse aux fruits traditionnelle, c'est une base de meringue italienne, c'est assez sucré. Nous, dès qu'on fait une recette, dès qu'on crée, le fruit c'est un bon exemple je trouve, mais une mousse ou un crémeux, j'essaie d'enlever le maximum d'ingrédients, c'est-à-dire qu'on garde le minimum pour qu'on ait le plus de goût de fruits et le moins de texture, enfin ouais, que ça se rapproche le plus possible du goût du fruit et d'une texture simple quoi. Et ça, classiquement, ça se fait pas quoi. On préfère avoir des appareils qui tiennent bien, dans lesquels on a mis plusieurs ingrédients, mais au moins ça bouge pas. Alors nous, des fois, c'est vrai qu'on a des mésaventures avec ça, mais le but, c'est vraiment de retrouver
le goût le plus pur possible. Et ça, voilà, classiquement, c'est vrai que des fois, les recettes de pâtisserie, c'est très complexe, quoi. C'est très compliqué, il y a beaucoup d'ingrédients, il y a beaucoup d'éléments, et bien souvent, moi, je me dis, ouais, je vois pas à quoi tout ça sert, quoi. Donc, on essaie de simplifier. Et voilà, c'est vrai que pour nos procédés de fabrication, et même après, dans la façon de travailler au labo, moi, j'ai pas connu les brigades, le côté militaire. Alors, c'est un truc qui commence enfin, qui est moins fréquent qu'avant, quoi. Il y a de plus en plus d'endroits où on a compris que bah, il fallait, voilà, on fait un métier de plaisir avant tout. Donc, pour donner du plaisir, il faut être bien et heureux soi-même dans son métier. Mais nous, dans notre labo, on a toujours fonctionné comme une petite famille, on va dire. Et même aujourd'hui, on est beaucoup. On essaye de fonctionner comme ça. On a longtemps pâtissé en musique. Bon, là, on est beaucoup maintenant, donc ça devient compliqué. Mais voilà, moi, mes employés m'appellent pas chef. J'aime pas ça. Euh, donc, j'ai pas ce côté aussi, cette formation, ce côté très carré. Pour moi, ça doit rester du plaisir, de l'échange. Et puis, c'est un métier qui est quand même contraignant, même s'il est passionnant. On travaille, on fait des heures, alors on n'en fait plus autant qu'avant, bien sûr, mais c'est quand même physique. Et donc, dans les heures où on est là, il faut que ça reste le plus possible du plaisir, quoi. Donc, cette approche-là, je sais, mais parce que je l'ai beaucoup entendu dire, qu'il y a des gens qui sont pas capables qui sont pas capables de faire ça, parce ils n'ont connu qu'autre chose, quoi. Ils n'ont connu que l'approche carrée, brigade, et que on peut pas leur jeter la pierre. C'est dur de sortir du modèle, quoi. On a tendance à reproduire ce qu'on a connu, et c'est un peu normal. Mais moi, j'ai rien connu, donc Oui. j'ai fait l'ambiance du labo, par exemple, est à mon image, quoi. Voilà, faut que ce soit cool. Non, mais c'est ça, en plus, souvent, enfin, les pâtissiers qui ont une formation très classique, ils commencent très jeunes aussi, donc c'est vrai que ça marque forcément dans la construction de comment est-ce Ah, qu'on perçoit la pâtisserie, je pense. alors là, oui, c'est un truc, c'est une bonne remarque que tu fais. Bien souvent, on commence très jeune. Il y a des gens qui l'ont choisi, donc faut pas croire Ouais. que tous les gens qui sont partis en Oui, apprentissage bah à 16 oui. ans ou à 15 ans, ils l'ont pas choisi. C'est pas vrai, il y a des gens qui l'ont choisi, et justement, c'est toute la beauté du métier. Mais moi, je suis heureux d'avoir fait autre chose avant. Euh, bon, j'ai fait des études de droit, mais je suis heureux d'avoir pu mener ma scolarité, avoir passé mon bac en ayant séché plein de cours et profité de la vie à fond, avoir fait des études de droit pendant 5 ans, mais en dilettante total, en faisant du sport à côté, en faisant plein de choses, et d'avoir profité, d'avoir fait autre chose avant de me lancer dans le milieu du travail. C'est clair, ça m'a apporté une liberté, oui, mais surtout je me dis, tiens, j'ai vraiment profité. Et des fois, je vois des gens qui ont commencé, alors c'est même pas qu'en pâtisserie, mais nous, on est plus confrontés à ça, c'est sûr, parce que c'est notre métier, mais je le vois aussi dans d'autres métiers artisanaux. On commence à 15-16 ans, à 30 ans, ils arrêtent parce que ça fait déjà 15 ans qu'ils bossent comme des dingues, et que c'est compliqué, qu'ils ont l'impression de rien avoir fait plus jeune, et voilà. Donc ça, c'est sûr que, pareil, d'avoir fait autre chose avant, ça m'a ouvert l'esprit, permis de voyager, permis de faire plein de choses, et de voir autre chose. Mais deux, ça m'a permis aussi de profiter, quoi, de profiter de toute ma jeunesse. C'est ce que je dis beaucoup aux gens que je reçois quand ils veulent commencer des apprentissages très tôt. Je leur dis, ok, si vous êtes sûr, ça vous plaît, c'est votre truc, allez-y, faites-le, parce que c'est pas la peine d'attendre si c'est une vocation, quoi, voilà. Mais quand il y en a qui se posent la question, il y en a beaucoup qui se posent la question, je leur dis, mais prenez le temps. Allez, passez un bac, allez au lycée, profitez de la jeunesse, faites toutes les conneries qu'il y a à faire. Vous avez le temps après, c'est pas trop tard, une fois qu'on a eu le bac, de rentrer en lycée hôtelier, voilà, perdez même un an ou deux en fac, perdez un peu de temps, mais parfois, ça fait du bien de perdre un peu de temps. Parce que ça permet déjà d'être sûr de ce qu'on veut faire, puis ça permet de profiter un peu. Il faut pas négliger ce côté-là. Pareil, il y a beaucoup de reconvertis aussi, hein. Nous, on a beaucoup de reconvertis au labo. Je travaille énormément de reconvertis. Et les gens en reconversion, ils ont une autre vision, quoi. C'est sûr que, alors je dis pas qu'ils sont meilleurs, c'est pas le débat, mais ils sont différents. Ils ont une autre vision, ils ont une autre approche, que ce soit des gâteaux, de la créa, des conditions de travail, de ce qu'ils viennent chercher dans une entreprise. Ils ont un autre regard, et c'est assez mixé. Nous, dans notre labo, on est une dizaine maintenant,
j'ai moitié-moitié, quoi. J'ai des gens qui ont fait un parcours classique et puis j'ai des gens qui sont reconvertis et ça crée une bonne alchimie. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est vrai que ça doit apporter quelque chose de plus, même je pense au niveau, oui, effectivement, comme tu dis, de voir la pâtisserie en tant que telle, comment est-ce qu'on construit un dessert, ce genre de choses. C'est vrai que ça doit apporter une autre vision un petit peu de ne pas avoir fait que de la pâtisserie. Ouais, c'est différents points de vue. C'est différents points de vue, ils ont d'autres idées, ils ont que moi j'ai pu avoir aussi, mais là, ça fait un certain temps que voilà, ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans la pâtisserie, donc je commence à des fois on perd un peu cette fraîcheur entre guillemets de gens qui arrivent d'un autre milieu et qui ont une autre vision. Et ça, c'est intéressant, quoi. Voilà, je reçois aussi beaucoup de stagiaires qui font des reconversions et je pense que c'est très bénéfique pour le métier. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment de la catégorie des gens qui pensent que ce qui est arrivé au métier, la télé, toutes les vocations qui sont nées de l'explosion de la pâtisserie, ok, il faut pas vouloir aller trop vite, c'est un métier qui nécessite un bon apprentissage, des bases et compagnie, ça je suis d'accord, mais c'est une très bonne chose qu'il y ait beaucoup de gens d'autres milieux qui s'intéressent à notre métier. De toute façon, moi je suis un pur produit de ça. Hein. J'ai aimé la pâtisserie en voyant Christophe Michalak à la télé, ça m'a fasciné. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose. Et puis c'est un vrai vent de fraîcheur, des gens qui ont d'autres idées, qui font d'autres choses. Aujourd'hui, il y a mille et une façons de faire de la pâtisserie. Faire de la pâtisserie classique, parce que moi je considère que il faut pas la perdre, c'est une super pâtisserie. On peut faire de la pâtisserie un peu plus décalée comme nous, sans forcément être non plus complètement à côté de la plaque. On peut faire du vegan, on peut faire avec des sucres alternatifs. Il y a plein de manières de faire et c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus d'autres milieux et qui ont apporté ça qu'aujourd'hui on en est là. Donc je trouve que c'est intéressant. Effectivement. Alors moi j'avais aussi une autre question parce que tu te présentes sur ton site, etc., comme un traiteur pâtissier. Pourquoi est-ce que tu as choisi déjà d'être traiteur pâtissier et qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est la différence avec une simple boutique, entre guillemets? Alors, à la base, traiteur pâtissier, c'était parce que quand on s'est lancé avec Aurélie, on voulait faire un côté salé, un côté sucré. Et en fait, le côté salé, on l'a jamais vraiment fait décoller. Donc, on est resté sur le côté sucré. Cela dit, ce terme-là, alors j'irais un tout petit peu, je le modifierais un petit peu si tu me le permets. Euh, je dirais que c'est plus, c'est plus cuisinier pâtissier. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est pouvoir énormément changer notre carte de gâteau. Voilà, j'aime le fait de pouvoir travailler avec les saisons. Ça, bon, à mon sens, ça devrait être entendu. Ça n'est pas encore vraiment à fond dans notre métier, mais ça devrait l'être. Et de travailler encore plus comme un cuisinier, c'est-à-dire de travailler parfois à l'ardoise. Nous, on a une carte de gâteau qui n'est pas fixe du tout, puisque j'ai pas une carte de printemps-été, une carte automne-hiver. Hein. Je sais pas combien de cartes dans l'année. Un gâteau, en moyenne, chez nous, il reste un mois et demi, 2 mois à la carte et il s'en va. Et comme il y a tout le temps 10 gâteaux à la carte, bah, ça fait pas mal de changements. Surtout qu'on ne les change pas tous en même temps, on change petit à petit. Et à côté de ça, on fait tous les week-ends ce qu'on appelle les surprises du week-end. Donc un petit gâteau qu'on crée en fonction de l'humeur de la semaine, qu'on crée en fonction des produits qu'on nous apporte, qu'on crée en fonction de... Parce que la saison, c'est un grand mot. Il y a des fruits qui durent 2 ou 3 semaines à bonne maturité, qui méritent d'être travaillés pendant ouais, moins d'un mois, quoi. Donc on se laisse aussi la possibilité, et les clients aiment bien ça chez nous, de travailler sur une partie en tout cas presque à l'ardoise en disant voilà, ce week-end on aura tel gâteau. Donc des fois le mercredi ou le jeudi, il y a les clients qui appellent en boutique, ça va être quoi la surprise ce week-end? Des fois elle n'est même pas créée, des fois c'est le vendredi que je prends la surprise pour le samedi. Mais voilà, j'aime cette approche. Et donc j'aime en fait cette approche qu'on les cuisiniers. Alors le mot traiteur, du coup, il est plus vraiment en phase. Ça me fait penser qu'il faut qu'on le change. Tu fais bien. Je, tu me fais remarquer, c'est bien. Mais j'aime cette approche des cuisiniers, cette approche un peu de l'instantané. Voilà. Eux, ils sont capables de recevoir des produits le matin et se dire, ben voilà, à midi, ça sera à la carte. En tout cas, certains cuisiniers qui travaillent de cette façon. Et j'aime bien cette approche-là. C'est vrai qu'en pâtisserie, on a trop souvent ce côté carte fixe qui bouge peu,
des produits, des gâteaux qu'on garde à l'année. Nous, il n'y en a qu'un qu'on garde à l'année, c'est le Marseille-Brest. C'est notre version du Paris-Brest au praliné noisette. Ça, on le garde à l'année. Mais le reste, je le garde pas. Le reste, faut que ça change. Quand il y a des gâteaux qui plaisent, on les remet à la carte, on les modifie un petit peu, on les améliore. Mais voilà, j'aime pouvoir travailler dans l'instant. Si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait pas de carte. Mais c'est compliqué pour les gens de s'y retrouver. Bien sûr, ils ont des événements, ils ont des choses à prévoir. Il faut qu'ils sachent qu'ils vont pouvoir commander parfois 2 ou 3 semaines à l'avance. Mais là, je te prends un exemple. Quand j'ai des mariages, peut-être, on me dit voilà, dans 2 mois on se marie, qu'est-ce qu'il y aura à la carte? Je suis incapable de dire aux gens ce qu'il y aura à la carte. Je dis voilà, ce sera telle et telle saveur éventuellement, parce que avec maintenant ça fait 6 ans que la première boutique est ouverte. Je sais à peu près les saveurs que je vais travailler à chaque saison. Mais je suis pas capable de te dire si en début septembre j'aurai des myrtilles ou si elles arriveront que mi-septembre, parce que cette année le temps va décider que elles arriveront que mi-septembre. Voilà, il y a quelques semaines on m'a demandé des tartes à la framboise en me disant mais quand est-ce que ça va arriver les framboises? J'en sais rien, chez nous elles n'étaient pas encore arrivées en Provence, j'en avais pas encore. Donc ouais, on va les travailler à un moment, mais je sais pas quand. Et les gens se sont fait à ça. Voilà, les gens se sont enfin, il y en a qui comprennent pas ce fonctionnement et donc c'est pas nos clients, mais c'est pas grave. De toute façon, sur ce côté-là, on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est notre choix. Et par contre, les gens qui nous suivent, eux, comprennent qu'on travaille comme ça. J'imagine que ça te laisse aussi plus de place à la créativité, tu vois, de te dire. Et tout à l'heure, tu parlais de ton dessert à l'oursin. J'imagine que c'est dans ces moments-là un peu en truc original qui reste pas très longtemps. Et parce que est-ce que par exemple, quand tu fais ce genre de dessert, est-ce que les gens le testent beaucoup? Parce que généralement, quand je discute avec des pâtissiers boutiques, leur retour, c'est aussi de dire que l'objectif de la boutique, c'est aussi de plaire au plus grand nombre, et donc que c'est plus compliqué de tester certaines saveurs, tu vois, un peu plus originales, et qu'en fait, le restaurant permet plus de tester ça parce que les clients, en fait, s'attendent, tu vois, à sortir de leur zone de confort, entre guillemets, et goûter des nouvelles choses. Est-ce que quand tu proposes ce genre de dessert, au wasabi, au cumin ou à l'oursin, est-ce que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se laissent tenter? C'est pas la majorité, ça c'est clair. Après, on a une manière de les amener. Sur ce que tu as dit juste avant, je suis partagé. Parce que en même temps, je suis d'accord sur le fait que il faut que nos créations plaisent au plus grand nombre, aux petits comme aux grands. On essaie Après, c'est un impératif économique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que le gâteau plaise pour qu'on en vende et que ça marche. Je suis d'accord. À la fois, et que quand on va au restaurant, on se laisse plus facilement transporter parce que on est là pour l'expérience. Mais ça, sur le côté restaurant, c'est une idée reçue que je pense on peut combattre, parce que si tu amènes tes clients vers la découverte permanente de nouvelles saveurs, ils vont venir chez toi en se disant ok, là je viens pour découvrir de nouvelles saveurs. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est implicitement on coupe notre carte en deux, c'est-à-dire j'ai 10 gâteaux, j'en fais 5 qui vont dans mon esprit plaire au plus grand nombre. Et quand je dis plaire au plus grand nombre, j'essaie quand même de ne pas me corrompre, c'est-à-dire que je ne vais pas faire des accords que je trouve moyens en me disant, je sais que, je te prends un exemple bateau, je sais que le gâteau 3 chocolats, mousse chocolat blanc, mousse chocolat lait, mousse chocolat noir, ça plaît au plus grand nombre, je le fais. Non, moi ça me plaît pas, je le fais pas. Et puis je pense que c'est quelque chose, enfin voilà, ça m'attire pas, je le fais pas. Mais je vais faire des saveurs rassurantes. On va avoir notre Marseille-Brest au praliné noisette, c'est rassurant. Je vais avoir un bon gâteau au chocolat. Alors j'y mets toujours une petite touche d'originalité, mais je vais avoir un bon gâteau au chocolat. Quand on va être en saison des fraises, on est en saison des fraises, je vais faire un bon fraisier. Je vais y apporter ma touche personnelle, mais on va pas trop le dénaturer. Et à côté de ça, je vais m'autoriser 4-5 gâteaux un peu plus créatifs, sur lesquels je me dis, là, je sais que ces gâteaux-là, on va un peu moins les vendre, parce que de fait, ça plaît à un peu moins de monde, c'est des accords un peu plus complexes. Mais c'est pas grave, ça fait un bon équilibre, ça fait une balance dans notre carte. Et en même temps, avec les années, aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent pour ça aussi, donc il faut pas les oublier. Et donc, sur lesquels je me permets un peu plus je prends un peu plus de liberté. Et je trouve que ça fait un bon équilibre, c'est-à-dire que je le fais aussi pour les bûches de Noël. Le meilleur exemple, c'est pour les bûches de Noël. En général, on a 5-6 bûches de Noël. J'en fais 3, voire 4, où je sais que c'est des saveurs qui vont plaire à toute la table, tout en y apportant la touche bricoleur de douceur, mais ça va plaire à toute la table. Et 2 où je sais que là, je prends des risques, mais c'est des saveurs que j'ai envie de faire découvrir. Et du coup, je me rends compte que malgré tout, on les vend. C'est-à-dire que
les gens testent. À Noël, ils ont 3 bûches à prendre. Ils vont prendre 2 où ils savent que ça va marcher et une où ils vont s'aventurer sur un terrain un peu plus glissant. Nous, en boutique, on a la chance, chez nous, on fait deux tailles de gâteaux. Le gâteau individuel et l'entremet à partager. On ne fait pas de petits gâteaux de soirée, on ne fait pas ces tailles-là. Et bizarrement, les gens ont pris ce pli-là chez nous. On vend beaucoup plus d'individuels, mais beaucoup, beaucoup plus que de gros gâteaux. Et j'ai peut-être 6 ou 7 clients sur 10, quand ils rentrent à la boutique et qu'ils veulent des gâteaux pour 8 personnes, plutôt que de prendre un entremets de 8, ils prennent 8 gâteaux différents. Parce que à chaque fois, hein, c'est le retour qu'on a, c'est ouais, on va tester, on va un peu tout goûter, on va un peu tout partager. Du coup, dans les 8, mécaniquement, ils prennent toujours 3, 4, allez, peut-être des fois 5 un peu classiques, et puis 2, 3 un peu plus décalés, un peu plus atypiques, on va dire. Donc, c'est comme ça qu'en fait, j'essaie de les rendre réceptifs aux créations qu'on essaie de faire, des fois aux expériences, quoi. Alors bon, l'oursin, là, c'était sur des plateaux qu'on vendait avec des amis chefs et tout, donc je l'avais pas en boutique, mais j'ai plein de clients qui me l'ont demandé. On l'a fait que pendant la saison de l'oursin, hein, parce que c'est une période qui est courte, c'est une pêche qui est réglementée. J'ai plein de clients qui m'ont dit, mais est-ce que l'année prochaine, vous aurez des oursins en vitrine? Donc c'était un petit gâteau dans une coque d'oursin, avec un tartare d'oursin, un tartare d'orange, un confit de citron, un biscuit noisette et une émulsion citron-fenouil. J'ai plein de gens qui espèrent que l'année prochaine, ils y seront. Et d'ailleurs, je le ferai. L'année prochaine, je ferai des week-ends où sur le week-end, notre surprise du jour, ce sera l'oursin. Parce que, tu vois, ils viennent, ils vont prendre un gâteau sur 10, celui-là, il est vraiment très particulier. C'est pas grave, je sais que les gens vont le tester, parce qu'à côté, ils ont le choix. Je leur impose pas, par contre, de faire une carte 100% décalée. Je pense, économiquement, ça ne marcherait pas. Euh, et deux, c'est ouais, c'est un peu, ce serait un peu dur, quoi. Et puis moi, j'aime les classiques, donc je partage en plus mon, voilà, j'ai aussi des envies de classiques. Mais nous, on l'amène comme ça. Donc oui, je suis d'accord, économiquement, il faut quand même avoir certains gâteaux qui plaisent au plus grand nombre. Enfin, économiquement, oui et non, parce qu'après, il y a aussi des gens qui vont te dire, mais le pâtissier, c'est faire plaisir aux gens. Et je défends ça, je suis d'accord avec ça à 100%. Hein. Mais moi, j'essaie de faire plaisir aux gens, j'essaie de me faire un petit peu plaisir aussi à moi aussi. Tous ces desserts, tu vois, qui sortent un peu du commun, qu'est-ce qui te les inspire? Est-ce que toi, en fait, c'est ça, tu veux vraiment mettre un fruit qui dure très peu de temps à l'honneur, ou là, l'oursin, c'était un peu une collaboration, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc, qu'est-ce qui t'inspire ces desserts qui sortent un peu de l'ordinaire en général? Alors l'inspiration, nous on travaille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fournisseurs différents. Producteurs, fromagers, artisans en tout genre. J'essaie de travailler avec beaucoup de fournisseurs différents. Donc déjà, c'est la découverte quand je rencontre un nouveau producteur, un nouveau fournisseur, ou juste quand je travaille avec un producteur ou fournisseur depuis un moment, mais qu'il a un nouveau produit, une nouvelle saveur à me faire découvrir. Déjà, ça m'inspire bien souvent pour créer un gâteau. Après, ça peut être au fil d'une discussion. L'oursin, c'est venu d'un ami à moi qui est poissonnier, restaurateur poissonnier écaillé, et qui me dit, je vais faire des plateaux d'oursin là, et puis j'aimerais qu'on cuisine, je vais faire cuisiner des oursins à des copains chefs, et en fait, j'adorerais avoir un oursin en dessert. Tu testerais pour moi, on mettrait dans mes plateaux des oursins dessert, et c'est venu comme ça. Moi, j'aime pas l'oursin, je déteste ça. J'adore la mer, je suis pêcheur sous-marin et surfeur depuis très longtemps, donc c'est vraiment mes deux passions et mon milieu. Mais j'aime pas l'oursin. Et là encore, ça m'a attiré. Je me suis dit, ouais, mais c'est une saveur complexe, c'est quelque chose qui plaît aux gens. On est en plein dans la saison, c'est méconnu. J'ai jamais trop vu de dessert à l'oursin. Allez, banco, on le fait. Et en plus de ça, je suis copain avec Alain et Kim, qui sont pêcheurs d'oursins à Marseille. C'est des gens que je connais un petit peu et avec qui je me suis lié d'amitié. Et donc en plus travailler leurs produits, ça me plaisait quoi. Décliner leurs produits, eux, pareil, ils n'avaient jamais vu ça, ça les intriguait. Donc c'est cette synergie, ça m'a plu, je me suis dit allez, on fait ça. Donc bien souvent c'est la découverte d'un nouveau produit, d'une nouvelle saveur ou d'une autre manière de l'amener quoi. L'oursin je connaissais, mais c'est vrai qu'en dessert j'en avais pas eu l'idée. Et quand on m'a dit allez on le fait, ça m'a plu, le challenge m'a plu. Je veux dire, quand t'aimes pas du tout, tu vois, par exemple, là, l'oursin, t'aimes pas ça, comment est-ce que t'arrives à le travailler? Enfin, parce que, tu vois, faut goûter quand même pour savoir si ça se marie bien avec l'orange et tout, mais... Je le goûte, j'analyse un petit peu la saveur et je me dis voilà, l'oursin, ça a ce côté très iodé, donc iodé citron,
ça marche, ça a ce côté très métallique, donc il faut l'arrondir un petit peu avec, j'avais mis un biscuit noisette, quoi, pour apporter un peu de gourmandise, un peu de sucre. Euh, Quand j'ai vidé mes oursins, je trouvais que le corail, les langues d'oursin, ça ressemblait à des segments d'orange. Je me suis dit, tiens, peut-être que ça peut avoir un intérêt de les marier. On a goûté. J'ai dit, ah ouais, bah c'est bien, ça marche. Après, moi, je mange pas le dessert. Enfin, je mange pas le dessert parce que j'aime pas l'oursin, mais par contre, j'analyse le goût. C'est-à-dire, je fais quand même. De toute façon, même si j'aime pas, je goûte. Pour avoir au moins un recul et, euh, et vraiment, euh, et vraiment une analyse sur ça. Donc, moi, là, après. La créa au sens large, il n'y a pas de règle chez moi. C'est-à-dire que je pourrais pas te dire, je m'assois à mon bureau, je prends une page blanche et ça y est, c'est parti, je dessine. Il n'y a pas de règle. Oui, je dessine. Parfois, je dessine des gâteaux parce que j'ai besoin de structurer dans ma tête les idées que j'ai et de les coucher sur papier pour me dire ben, telle texture, tel biscuit, telle crème. Voilà, ça va se marier comme ça. Mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que c'est pas. Parfois, c'est comme ça. Parfois, je suis en train de plonger, d'un coup j'ai une idée, tiens, je devrais faire ça comme gâteau parce que je pense à autre chose. Parfois, c'est la découverte d'une saveur, d'un produit, d'un fournisseur. Vraiment, j'ai zéro règle. Et en plus, c'est difficile parce que j'ai essayé de me cadrer sur ça en me disant, voilà, ce serait bien quand même que tu structures la manière dont tu, entre guillemets, crées. Alors, j'aime pas trop le mot, enfin, j'aime, mais c'est un mot un peu pompeux parce que créer, on n'invente pas vraiment non plus. Je trouve qu'on n'invente pas à 100%. Mais je voulais structurer un peu ma manière de faire pour me dire, ben voilà, comme ça, quand tu dois avoir des idées de gâteaux à l'avance, si c'est structuré, c'est plus facile de sortir les gâteaux les uns après les autres voilà, de structurer un peu sa pensée. Mais en fait, j'en suis pas capable. C'est-à-dire que quand je me dis, il faut que j'ai des idées de gâteaux, là, il faut que je change deux, trois gâteaux, qu'est-ce que je peux créer? Un coup sur deux, j'ai pas l'idée. Quand j'y pense pas, je vais avoir l'idée. Il y a des saisons qui m'inspirent plus que d'autres. Voilà, c'est des moments. Parfois, je rencontre deux trois personnes qui me présentent deux trois produits en même temps. J'ai même pas la place de tout mettre à la carte. Donc c'est très variable. C'est très variable. Mais ouais, j'ai pas de processus particulier. Est-ce qu'il y a un ingrédient que tu adores travailler plus que les autres? Ton ingrédient fétiche un peu. Un produit fétiche, c'est les agrumes. Je suis vraiment un fan d'agrumes. Je suis, euh, je suis issu d'une famille qui est dans l'import-export, en partie en tout cas, de fruits et légumes et qui travaille notamment beaucoup l'orange, la clémentine, le citron. Euh, donc j'ai été bercé à ça depuis tout petit. Et vraiment, j'adore ça. J'adore ça. Une saison comme l'été, pour moi, c'est génial. Hein, il y a plein de fruits, c'est super. Mais je suis triste parce qu'il n'y a pas d'agrumes. C'est l'époque où bah, j'ai plus tout ce que je peux travailler à la carte. Les oranges. Moi, j'adore le kumquat, les citrons jaunes, le cédral, le yuzu. Enfin, je suis curieux vraiment de ça. J'aime les fruits. De toute façon, en pâtisserie, je préfère le fruit que le. Enfin, il y a des gens qui sont très chocolat, praliné, voilà. J'aime le fruit, mais jusqu'au fruit sec, hein, pour le coup, là, tu vois, ça m'inspire beaucoup. Mais je dirais que l'agrume, c'est vraiment un ingrédient sur lequel j'ai toujours des idées. Et ça se marie avec tellement de choses, même quand je bug sur certains. Enfin, je trouve que ça va avec tout, quoi. Tu peux mettre de l'agrume, pas, pas tous les agrumes, mais tu peux toujours associer un agrume avec presque toutes les saveurs, quoi. C'est vraiment, tu vois, avec l'oursin, le citron, c'était l'évidence. Mais, et l'orange d'ailleurs aussi. Mais ouais, c'est vraiment mon produit fétiche. Je sèche jamais en matière d'agrumes. J'ai toujours une idée pour refaire une tarte au citron, pour refaire des desserts à base d'agrumes. J'ai vraiment tout le temps des trucs qui m'inspirent. Ça me plaît beaucoup, vraiment. Bah, en plus, comme il y a effectivement un nombre d'agrumes incroyable et du coup plein de petites notes différentes, tu peux vraiment trouver toujours l'agrume parfait, quoi. Ouais, je suis d'accord, j'en connais d'ailleurs pas la moitié, hein, vraiment, on a des gens autour de Marseille qui travaillent vachement bien et donc qui nous font découvrir petit à petit. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et si je devais donner un autre ingrédient, après c'est le fruit sec. Les fruits secs, il y en a dans quasiment tous mes gâteaux. Euh, voilà, bon, la noisette et l'amande, ok, c'est bateau, mais je sais pas, les noix de macadamia, c'est exceptionnel. Tu peux travailler ça de plein de manières différentes. Vraiment, le fruit sec, j'aime beaucoup. Et j'adore le praliné. Je travaille notamment avec une société qui s'appelle Esprit Gourmand,
qui est spécialiste du fruit sec, qui est juste à côté de Marseille. Et eux, ils nous font des pralinés sur mesure. Et on travaille pas mal ensemble sur la création de pralinés. Tu vois, on a fait récemment pour la tarte fraise sésame noir, on a fait un praliné au sésame noir qui est vraiment pas mal. On a travaillé un praliné amande fenouil là parce que j'aimerais revisiter le Castel, qui est un gâteau assez très classique à Marseille, mais dans lequel je voulais intégrer une saveur un peu méditerranéenne. Donc le fenouil, ça marche vachement bien. Ils nous ont fait un praliné récemment au sarrasin qui est exceptionnel. Ouais, j'aime beaucoup le fruit sec et donc le travail du fruit sec. Et pour moi, le plus beau travail du fruit sec, c'est la transformation en praliné parce que c'est un terrain de jeu qui est immense, quoi. C'est infini. On peut faire plein de choses. Et au contraire, est-ce qu'il y en a un, bah du coup il y en a plusieurs, qui te donnent pas mal de fil à retordre, que tu aimes bien travailler mais qui est potentiellement un peu plus compliqué? Alors soit effectivement parce que tu l'aimes pas, et là il y en a plusieurs, soit parce que le produit en lui-même est assez difficile à appréhender. Eh ben, tu vas rigoler, mais c'est pas parce que je l'aime pas, hein, j'adore, mais j'ai beaucoup de mal avec le chocolat. En fait, j'aime le Ouais. chocolat, j'en ai tout le temps à la carte, mais si je dois faire mes 30 secondes de petite analyse personnelle, je suis pas bon avec les gâteaux au chocolat. C'est-à-dire que quand je goûte ce que font certains confrères, souvent je me dis waouh, putain, c'est super, et le nôtre, il est moyen, quoi. Et même si j'ai de bons retours, hein, les gens sont contents, mais moi je me trouve pas à l'aise, euh, pas à l'aise avec cette matière. Alors, dans son travail au quotidien, je comprends, ok, même si c'est une matière très, très technique et sur laquelle il faut beaucoup de connaissances, mais je trouve que les accords chocolat qu'on fait, soit c'est bateau, enfin c'est bateau, soit ça a déjà été fait, vu, je ne suis pas transporté quoi quand je mange mon gâteau au chocolat. Ou alors parfois j'en mange un, je me dis ouais là cette fois c'est pas mal, quand je le remange deux trois fois je me dis oui bon en fait c'est bien mais voilà il n'y a rien de fou. Soit il faudrait aller, et c'est peut-être le seul truc que je m'interdis un peu, tu vois, on parlait tout à l'heure de la liberté de faire ce qu'on veut dans la création, il faudrait que j'associe le chocolat avec des saveurs vraiment particulières, et dans ces cas-là, je sais que je vais peu ou pas le vendre. Ah bah, pas non, mais peu le vendre. Et comme classiquement quand même, le gâteau au chocolat, les gens ils ont besoin d'avoir un gâteau rassurant, il fait partie, le chocolat, la saveur chocolat, c'est partie des 4-5 gâteaux sur lesquels je fais pas des trucs trop décalés. Donc dans ma carte, que je disais tout à l'heure, je scinde en deux et je fais 4-5 créa un peu décalés parfois, et puis 4-5 un peu plus classiques. Ben, le chocolat, ça fait partie de mes créas un peu plus classiques. Alors après, je pourrais faire comme certains confrères, quand je vais chez d'autres pâtissiers, je vois ils ont 3-4 gâteaux au chocolat. Du coup, ils ont un ou deux trucs un peu classiques et d'autres trucs sur lesquels ils se lâchent un peu plus. Et comme moi, j'estime que j'ai un peu de mal à travailler le chocolat, ben, je ne fais pas une grande place dans ma carte. Donc j'ai toujours un gâteau au chocolat, rarement deux. Et donc sur le gâteau au chocolat, ben, je me dis, bon, ben, voilà, on va faire, là j'ai un super gâteau au chocolat avec un pralino gruyère de cacao, c'est une bonne tarte, c'est vrai, c'est une très bonne tarte. Mais je trouve qu'elle est en dessous de ce qu'on peut faire à côté, de ce qu'on peut faire sur les agrumes, de ce qu'on peut faire sur le fruit. Je trouve que c'est en dessous voilà, j'ai du mal à vraiment appréhender la matière et à faire un gâteau qui me procure énormément d'émotions avec le chocolat. Et par contre, j'en goûte chez des confrères. Et des fois, c'est tout simple. Et je me dis, waouh, là, c'est vraiment bon. Donc, ouais, ma bête noire, c'est le chocolat, je crois. Très, très bien. Et enfin, quel conseil est-ce que tu pourrais me donner, à moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien justement faire des desserts, que tu trouves qu'on donne pas assez? Et peut-être un conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé. Il faut se concentrer sur le goût, sur les saveurs, ça, c'est sûr. Mais en fait, il faut faire. Le conseil, c'est de faire simple. En fait, bien souvent, je vois ou je goûte des choses. Alors là, je parle pas de mes confrères. Hein. J'ai des amateurs, des gens, on est invité, des desserts. Voilà, on me fait goûter des choses. Mon équipe, des fois, parce que souvent, je leur demande de faire des surprises du week-end. Je leur dis, prenez-vous en charge la surprise du week-end et ça les motive. Ils font, voilà, j'ai mes employés qui proposent, qui vont faire tel ou tel gâteau. Et souvent, ils se compliquent la vie. Et je trouve qu'en général, quand les gens font des desserts, parfois, et
je comprends, on a envie de faire un truc un peu bien, un peu travaillé, un peu sympa, mais c'est pas ce qui, je trouve que bien souvent, c'est pas ce qui est le meilleur, c'est pas ce qui procure le plus d'émotion. Donc un conseil, ce serait de faire simple et d'essayer, même si après on se professionnalise, de pas passer par une période où on veut démontrer toute sa technique. Et je suis passé par là, par deux glaçages sur le gâteau pour avoir deux couleurs. Bon, les colorants, on les a arrêtés, ça c'est un autre débat, mais euh, des décos qui servent pas à grand chose, ou trop de saveurs, trop de texture parce qu'on veut montrer qu'on sait faire, quoi. Ben, c'est dommage. Mais c'est compliqué. En même temps, c'est compliqué de se cantonner à peu, et puis c'est dur de faire simple. Hein, ça, c'est le plus dur. Mais pour moi, c'est le meilleur. Donc vraiment, le conseil, ce serait ce serait de faire le plus simple possible. Maintenant, en troisième partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc déjà, c'est quoi le dessert classique que t'aimes bien retravailler? Le Saint-Honoré. Parce que, je t'ai dit tout à l'heure, le baba au rhum, c'est mon dessert préféré. Je le retravaille, mais je le retravaille pas, je déconstruis pas complètement. Saint-Honoré, lui, on s'amuse beaucoup autour, vraiment. J'ai souvent un Saint-Honoré à la carte, il n'y a plus de pâte feuilletée dedans, on fait une pâte à tarte, on fait plein d'accords différents sur les goûts, donc ouais, j'aime bien le Saint-Honoré. Je trouve qu'il offre beaucoup de possibilités. C'est vraiment un dessert classique que j'aime bien bosser. Est-ce qu'il y a, enfin, c'est quoi le gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais aimé avoir créé, pardon. Tu vois, celui où tu t'es dit, tiens, j'aurais aimé avoir pensé à ça. C'est le tian de fruits de Sylvain de Puchaffré. Alors, Sylvain de Puchaffré, c'est un confrère pâtissier à Marseille, qui est vraiment la belle pâtisserie, pour moi la belle institution marseillaise, quoi, qui est installée depuis 14 ou 15 ans, et qui fait de la super pâtisserie. Et en fait, son tian, c'est une crème brûlée dans un gros plat. Il présente ça dans un gros plat à gratin, rond, là, très joli. Et il met une crème brûlée, un coulis de fruits, des fruits frais, des fruits confits, des meringues. Décliné, l'été, ça va être une crème brûlée vanille, un coulis de fruits rouges, des fruits rouges dessus, des meringues. L'hiver, ça va être une crème brûlée marron, si je te dis pas de bêtises, un coulis d'orange, des marrons confits, des agrumes fraîches, des agrumes confites. Le principe du tian, tu le poses au milieu de la table et chacun se sert comme ça dedans. C'est un dessert hyper convivial. Il le sert en gros pot pour 5-6 personnes. Et je trouve ça génial. Et la fois où je l'ai mangé, moi c'est mon dessert préféré chez lui. Et je trouve l'idée géniale des clients qui partent avec leur plat à gratin en fait. Tu vois, ils partent de la pâtisserie avec leur plat à gratin, ils mettent ça dans un beau plat. C'est hyper convivial. On en revient à ce qu'on disait, hein, c'est simple. Hein. Techniquement, mais c'est joli à l'œil, c'est hyper gourmand et j'aime le concept du truc qu'on pose au milieu de la table et qu'on partage. Donc j'aurais bien aimé l'inventer celui-là. C'est quoi ton péché mignon à toi? C'est les fruits et l'alcool. C'est vrai. Baba au rhum, forêt noire, on pouvait s'en douter. Ouais, ouais, baba au rhum, forêt noire, le cake. Mais les fruits, là en ce moment, je suis en train de faire des cerises aux kirsch en bocaux que je vais garder quelques mois en bocaux et je pense que je sais pas encore si je les mettrai dans des gâteaux ou si je vais les manger moi en fait. Mais j'adore ça. J'adore ouais, c'est à l'ancienne, hein, je sais. Mais j'adore les fruits à l'alcool. On fait une glace rhum raisin, c'est ma glace préférée. Encore un parfum très très pointu, très novateur. On fait macérer des raisins au rhum pendant des mois. J'adore ça. Je trouve ça fantastique. Donc, en fait, on a vachement perdu ce côté. En fait, l'alcool dans les gâteaux, historiquement, ça servait pour conserver, mais c'est aussi un super exhausteur de goût. On a eu une époque où je pense qu'on en foutait partout. Il y en avait trop, c'était des mauvais alcools, et les gens ont saturé. Et aujourd'hui, ça se fait plus du tout. Quand je dis qu'il y a des gâteaux à l'alcool, les gens ah non, pas d'alcool dans le gâteau. Mais c'est pas pour le côté alcooleux, c'est pas pour l'ivresse, c'est que déjà c'est un super exhausteur de goût et ça fait des accords magiques quoi, avec certains fruits, avec le marron, avec plein de choses. On a fait il y a 2 ans à Noël, on a fait une bûche marron whisky tourbé. C'était exceptionnel. L'accord du marron et du côté tourbé et du whisky, c'était super. Moi, j'adore ça. Donc, mon péché mignon, c'est quand c'est bien fait, les fruits à l'alcool, je trouve ça super et j'aimerais un peu remettre ça au goût du jour. Je sais pas encore comment là, mais je suis en train de faire des bocaux dans tous les sens et je vais trouver une idée pour faire goûter ça aux clients parce que
Voilà, quand c'est bien fait, c'est génial. Et si tu devais créer un nouveau dessert qui évoque une balade à Marseille, qu'est-ce que tu ferais? J'ai bossé sur ça, c'est drôle que tu me poses cette question, j'ai bossé sur ça à Noël cette année et je l'ai pas sorti parce que c'était pas abouti pour moi, mais je vais encore travailler sur ça l'année prochaine. En fait, on a travaillé sur un dessert qui soit autour de l'iode et des saveurs des calanques. Et donc dans les saveurs des calanques, j'avais retenu plusieurs herbes plusieurs plantes maritimes déjà. J'ai un copain qui s'appelle Fabien Rugy, le même qui a eu l'idée du dessert à l'oursin, qui est cueilleur maritime, donc qui cueille de la salicorne, de la roche, toutes ces plantes, ces pousses, des brocolis sauvages qui poussent au bord de mer, qui ont un goût très iodé. Et en fait, je voulais faire une bûche autour de l'iode, alors peut-être ramener avec ces plantes, peut-être avec un côté salé, je ne savais pas, voilà, j'ai pas abouti encore. Et le côté aussi, euh, la senteur vraiment qu'on a quand on se balade dans les calanques, qui est. Alors, c'est pas le thym, il y a beaucoup de thym et de romarin dans nos calanques, mais c'est ce côté un peu chaud, des fois presque. Pas brûlé, mais chaud de cette odeur que tu peux avoir quand tu te balades en été à Marseille qui fait 35 degrés dans les calanques, mélangé à l'iode. Donc, si je devais créer là le futur dessert, c'est ça. Et il me manque un lien là-dedans, c'est-à-dire que, ok, on peut retranscrire le goût des herbes, des plantes en infusion, euh, avec un praliné, peut-être le goût de l'iode. On avait imaginé une mousse avec un parfum d'eau de mer ou quelque chose comme ça. Et je voulais justement y mettre un agrume pour faire le trait d'union, tu vois, un citron, quelque chose. Donc, c'est un parfum que j'aimerais retranscrire le côté calanque, mais le côté maritime en fait. Voilà, c'est vraiment le côté marin, pas la balade en forêt. Parce que là, dans ces cas-là, c'est encore une autre forêt. Calanque, forêt, c'est une autre saveur, une autre senteur. Donc là, c'est ce côté maritime, iodé et chaud. C'est dur, je bug vraiment dessus quoi. J'ai beaucoup réfléchi l'année dernière, j'ai pas réussi. Je vais m'y remettre là, parce que je pense que ça ferait une super bûche de Noël. Donc j'aimerais retranscrire ça. C'est une saveur, pour moi, c'est une saveur d'enfance. Quoi. J'ai toujours pris le bateau, plongé, baladé dans les calanques, donc c'est un truc. Mais je pense que c'est un intérêt gustatif. Il y a des saveurs, il y a des odeurs qui n'ont pas d'intérêt gustatif, à mon sens. Là, ça, je pense que c'est un vrai intérêt gustatif. Le côté herbacé, iodé, et je sais pas pourquoi citronné aussi, ça m'intéresse. Enfin, ça m'évoque ça en tout cas. Bah Je écoute, pense que ça peut être sympa. j'espère goûter un jour ce dessert de Ouais, Marseille. j'espère qu'on va réussir à la sortir et qu'elle va tenir la route. Alors maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt Ouais. printemps ou été? Automne. Automne et hiver. J'aime pas l'été. J'aime pas la chaleur. J'aime pas l'été. Je suis comme tout le monde, j'adore aller à la mer, mais j'y vais toute l'année. Je préfère y aller en hiver d'ailleurs. Et je suis pas très printemps-été. Non, j'aime le froid, j'aime les intempéries. Et puis j'aime les agrumes, je te l'ai dit, et les agrumes, c'est l'hiver. Donc automne ou hiver. Automne et hiver. Plutôt sorbet ou entremets? Entremets. Entremets. Moi j'aime le gâteau. Donc sans problème, la mâche, la texture, le gâteau, même en plein été à 35 degrés justement. On fait des glaces, des sorbets à la pâtisserie, mais je suis malheureux moi s'il n'y a pas un bon gâteau. Donc non, non, un bon gâteau. Fruits ou chocolat? Bon bah écoute là, je pense que tu connais déjà la réponse. Hein, c'est fruits à 200%. Non mais voilà, la palette, la palette est infinie, le travail est très intéressant, sur le chocolat aussi, hein, je dis pas, mais euh, je profite pour glisser que je suis un grand admirateur de Claire Damon. J'adore ce qu'elle fait. Et quand t'aimes Claire Damon, t'aimes le travail du fruit, quoi. Parce que c'est vraiment son cœur de métier. Euh, voilà, mais ouais, non, le fruit à 100%. Plutôt Saint-Honoré ou Marseille-Brest? Ah, c'est une question difficile, ça. Saint-Honoré ou Marseille-Brest Non, Marseille-Brest. Marseille-Brest parce que c'est notre seul classique. C'est vraiment celui qui fait revenir les gens, que je me suis toujours interdit de changer, que j'ai beaucoup fait évoluer dans la recette, jamais ou très peu dans le visuel. Ça aussi, c'était volontaire pour essayer de garder toujours le même visuel, mais améliorer la recette et que les gens aient cette surprise à la dégustation. Et non, c'est notre classique. Donc vraiment
Marseille-Brest. Et enfin, baba au rhum ou forêt noire? Ah, c'est horrible de poser cette question-là. Parce que non, je sais pas, le baba au rhum, c'est mon gâteau préféré, mais la forêt noire de ma grand-mère, c'est la Madeleine de Proust ultime. Donc, c'est trop dur de trancher. Faut donner une réponse, vraiment? Non, tu peux avoir un joker. Ouais, ben... Alors, j'ai déjà donné une réponse à côté de la plaque pour printemps-été, mais ouais, Joker, parce que voilà, j'aime trop les deux. Bah écoute Clément, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup pour ce moment et tout ce que tu m'as livré sur ton univers qui a l'air Et fantastique. ben, merci à toi. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Maëlle Brugera. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!